Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Acteurs Publics TV pour cette nouvelle émission dans le cadre de la 6e édition des rencontres des acteurs publics. Nous sommes au Conseil économique, social et environnemental et nous nous retrouvons pour parler ce matin de l'externalisation des services publics. L'idée de cette émission, c'est de comprendre s'il y a des voies d'amélioration du service public, externaliser pour mieux servir. Est-ce que c'est vrai ? Peut-on le vérifier? Comment est-ce que ça se mesure et comment ça s'organise? Alors, pour parler de ce passionnant sujet, on a le plaisir, l'honneur de recevoir sur ce plateau 3 experts. Le premier d'entre eux, Thierry Solère. Monsieur Solère, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes député, vice-président du Conseil général des Hauts-de-Seine, chargé du développement économique et du très haut débit, puis vous avez été longtemps premier adjoint à la mairie de Boulogne. Enfin, c'est votre territoire, là, Boulogne, le Conseil général, le 92. Émilie Rubio-Lorenzo, vous êtes directeur de la relation citoyen d'une très grande ville, la ville de Barcelone. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être venu de Barcelone pour nous faire partager votre expérience et nous dire comment une grande métropole comme Barcelone a tiré profit de ces possibilités d'externalisation. Enchanté d'avoir la possibilité de partager avec vous nos expériences et notre point de vue de la ville de Barcelone. Ne retournez pas à la situation, c'est nous qui vous remercions. Et puis Juan d'Alcantara, vous êtes directeur du développement secteur public de la société Arvato et on va voir comment vous êtes intervenu à Barcelone, puis ailleurs aussi. Alors, je me tourne... Bonjour, monsieur d'Alcantara, pardon. Alors, je me tourne tout de suite vers Thierry Solère pour vous demander si... quand on se décide à externaliser tout ou partie d'une organisation administrative, c'est parce qu'on constate que ça va trop mal, ou est-ce que c'est un signe positif de développement, de réorganisation? Comment est-ce qu'il faut l'interpréter? Et puis surtout, quelle est votre expérience dans ce domaine-là? Je crois, moi, qu'il y a 2 sujets. Le premier, c'est le service public. Au fond, il y a une mutation qui s'est opérée depuis une dizaine d'années. Ça prend du temps en France, c'est long. Où, au fond, on avait une vision d'usager de service public et on passe de plus en plus à une relation presque client, en gardant cette spécificité qui est celle du service public. On n'offre pas des produits marchands, on offre des services publics, on est les monopoles à le faire. Et donc, tout le monde se rend compte que l'époque, les attentes des habitants doivent faire qu'on change cette relation. Elles ont évolué, ces attentes. Elles ont beaucoup évolué dans le temps. En fait, est forte. L'attente est forte parce que les gens ne comprennent plus quand on inscrit ses enfants en début d'année au centre de loisirs qu'on doit venir le dimanche matin à 6h faire la queue derrière des barrières métalliques, prendre un ticket, attendre 4 heures et être reçu, vous voyez, comme en 1950. Les gens aujourd'hui ont envie d'avoir une gestion personnalisée, un rapport personnalisé à l'administration, plus efficace, plus rapide. Alors après, votre seconde question, c'est l'externalisation. Oui. Est-ce qu'il faut passer par externalisation pour cela? Moi, je crois qu'il faut qu'on recentre. En France, on a 36 000 communes, 101 départements, 22 régions. Nous avons à nous tout seuls 45% des collectivités locales d'Europe. On a des coûts de structure énormes. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut qu'on recentre l'action publique sur ses missions régaliennes et que tout ce que le privé peut faire pour permettre que ces services publics soient plus efficaces, on doit leur déléguer en le contrôlant. Et voilà. Voilà. Donc vous dites finalement c'est une façon d'enrichir la prestation rendue aux citoyens et si on coordonne bien d'ailleurs l'action des services qui doivent rester à la manœuvre et peut-être ce qu'on appelle en gestion là, le front office où on peut peut-être là assurer plus de permanence, plus d'accueil, etc. Exactement, je pense qu'il faut que le secteur public, les fonctionnaires se ressentent sur leur mission régalienne et sur leur mission de contrôle. C'est de cela dont on a besoin et par contre, beaucoup de missions peuvent être déléguées et très bien encadrées. Mais c'est un autre sujet de comment faire et la conduite du changement. Et je crois qu'au-delà d'être des opérateurs, les acteurs privés peuvent nous aider dans la méthode, dans la conduite du changement. Parce que nous avons cette histoire très lourde, très ancienne, parce que nous avons un droit très complexe, parce que nous avons tous ces millefeuilles, tous ces échelons administratifs, c'est très compliqué de passer du fonctionnement existant au monde idéal. J'en suis très rapide, en Estonie il y a peu de temps. Je voyais comment l'Estonie organisait ses rapports à la population. Quand les Russes ont quitté l'Estonie il n'y a pas si longtemps, c'était la page blanche. Ils ont tout organisé autour de services à la population via les outils du numérique d'une manière très simple. Un Estonien, il a une carte d'identité avec numérique, il a une carte SIM dans son téléphone avec le même identifiant et tous les services, que ce soit la relation avec les parents d'élèves, avec l'école, que ce soit avec les impôts, avec la médecine, tout ça passe par là. Bon, vous savez que c'est souvent plus facile
de reconstruire à partir d'une page blanche. Mais bon, nous avons dans la vieille Europe à la fois des structures dont il ne faut pas se plaindre et une histoire. Alors, dans une métropole comme Barcelone, il y a combien d'habitants déjà à Barcelone? 1 700 000. 1 700 000. Alors, dans une métropole comme Barcelone, vous avez fait le choix de cette externalisation. Alors, pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix d'ailleurs, hein, Bon, il y a 2-3 années, nous avions la nécessité de retrouver la flexibilité pour nous adapter à la demande des citoyens de Barcelone, à la demande des front office, la demande parce qu'elle a changé beaucoup. On parle des services municipaux, hein? Les services municipaux, oui. Donc d'attention générale, oui. D'attention pour le registre de population, des gens qui habitent à la ville, pour les payer des impôts locaux, pour demander des permis, des travaux. Pour la crèche, les transports, tout ce qui relève de la gestion municipale. Oui. Alors donc là vous avez des fonctionnaires, vos habitants parlent tous espagnol? Pardon? Vos habitants parlent tous espagnol? Non, pas du tout. Nos habitants parlent d'espagnol, de catalan, et ils parlent aussi l'anglais, le français, le chinois, et il y a un quartier entier qui parle ourdou, parce qu'ils viennent du Pakistan. Voilà. Alors, il y a beaucoup de gens qui parlent pas espagnol ou catalan. Et vos fonctionnaires parlent bien le pakistanais? Bien sûr que non. Moins bien. Moins bien. Pas du tout. Bon, Pas alors, du tout. donc là, c'est ça le début du problème. Hein. Vous êtes une métropole, combien de langues Peut-être 10 ou 15 langues différentes. Voilà, hein, avec selon les coutumes, traditions, les communautés, des jours qui sont fériés, d'autres pas, et donc un service public qui lui vivait plutôt dans la culture du pays, dans la langue du pays, et qui fermait le vendredi et qui rouvrait le lundi. Alors, vous êtes mis dans une situation où vous étiez plus accessible, donc c'est ça, hein? Oui, mais maintenant, nous pouvons offrir des services de frontières, de l'accueil physique, de 8h le matin à 8h le soir, de lundi à samedi. Ah oui, lundi à samedi. De lundi à samedi. 12 heures par jour. 12 heures par jour et attendu en différentes langues. Ouais. Et avec un plus de qualité. Donc vous avez un prestataire de service. Alors il se trouve qu'en l'occurrence c'est la société Arvato. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a invité, la société Arvato, parce qu'il faut quand même bien qu'elle nous explique aussi comment elle a fait. Donc vous avez un prestataire de service qui assure le contact avec les administrés, 12 heures par jour du lundi au samedi. Mais alors, et vos fonctionnaires, alors ils font quoi dans cette organisation? Bon, ça nous a permis à nous concentrer plus sur le contrôle de la qualité du service. Ça veut dire que quand on fait la prestation de service, on se concentre à la faire bien, mais pas à mesurer, c'est plus exigeant. Quand on a un prestataire qui est dans l'entreprise externe, nous pouvons nous concentrer au début à contrôler mieux qu'est-ce qu'ils font et à essayer d'améliorer ça. Ouais. Donc la société Arvato fait le contact, le premier contact, qualifie les demandes et les aiguille dans les différents services, et vous avez vos services qui, eux, sont concentrés sur le traitement des demandes. C'est vos services qui prennent les décisions. Oui. Hein, ça, c'est très important, parce que si on ne dépossède pas finalement une organisation municipale, hein, Et ce que je disais, c'est tout à fait en ligne. Le service public doit garder bien évidemment le contrôle, la gestion, le traitement. C'est pas facile de tout déléguer au privé. Par contre, il y a des fonctions, et notamment la relation client en direct, avant d'arriver dans les bons services, qui peuvent bien évidemment tout à fait être faits, peut-être même mieux, par une organisation plus souple et moins rigide. Ouais, plus de temps pour des fonctionnaires, pour qu'ils traitent bien les dossiers. Vous avez mesuré qu'on gagnait en rapidité de réponse? On a gagné la habilité de réponse au front office et au back office aussi, parce qu'on a concentré plus de travail qui avant était réparti, et maintenant on peut nous dédiquer à traiter les dossiers complètement. Et en plus, les dossiers, ils sont complets. Ah oui, parce que tant que le dossier n'est pas complet, vous ne le traitez pas. Hein. Donc alors c'est aux équipes d'Arvato d'avoir des dossiers complets. Vos collaborateurs ne se présentent pas comme des fonctionnaires? Absolument pas. Ils portent les couleurs de la mairie de Barcelone comme ils vont porter les couleurs de la DGFIP avec qui nous travaillons, ou Pôle emploi ou d'autres. Voilà. Ce qui est absolument essentiel dans les dispositifs d'externalisation pour une société comme Arvato qui gère, qui manage, qui transforme en fait des prestations de services qui lui sont confiées par des donneurs d'ordre publics et privés, c'est de bien comprendre en fait tous les éléments de culture. C'est de bien comprendre toute l'exigence que le service public impose. Et ça, c'est une des clés du succès. En fait, ce qu'on réalise, c'est que
l'externalisation est très engageante pour le donneur d'ordre, comme l'a dit Émilie Roubiot à l'instant. Ça nécessite, et vous l'avez justement souligné, de bien contrôler, d'avoir une bonne vision des missions et des objectifs qualitatifs qui sont à atteindre au titre du service qui est à rendre. Ça nécessite également d'avoir une très bonne idée de la feuille de route des prestations qui sont à réaliser. Voilà. De la feuille de route à la feuille d'impôt, là, vous venez d'évoquer la DGFIP. Oui, qu'est-ce que vous faites pour la DGFIP? Effectivement, pour la DGFIP, en fait, nous sommes un centre de débordement pour l'impression des documents, des déclarations. Ça, c'est une chose. Mais au moment des campagnes, c'est ça, de déclaration. De ce que vous recevez, de ce que nous recevons tous dans nos boîtes aux lettres. Mais nous sommes un centre qui est vraiment de traitement de pic, de suractivité. Lorsque l'outil industriel de la DGFIP... La déclaration pré-remplie. Voilà, la déclaration pré-remplie. Alors, ça peut être la déclaration de TVA, la taxe d'habitation. Mais surtout, ce que nous faisons, et là, on est dans le domaine de l'externalisation où un opérateur et public et privé travaille pour, on va dire, améliorer ou en tout cas pour le bien de la qualité du service, c'est que nous accompagnons les télédéclarants lors de la déclaration en fait de leurs revenus en ligne. Ah oui, au moment où il y a le pic des déclarations, là, vous renforcez les équipes et vous faites le renseignement de premier niveau quand renseignement de premier niveau. Faites pas de conseil fiscal. Non, absolument pas. Ça va voilà. Non, mais là, typiquement, on est, en tant que société qui travaille justement pour le compte de tel ou tel opérateur, on ne se substitue pas sur les missions qui sont les missions régaliennes. On ne se substitue pas sur la prise de décision. On va travailler sur les actes préparatoires aux décisions qui sont prises par les agents. On va s'assurer de la complétude des dossiers pour éviter les allers-retours au guichet et faire en sorte que... Pour l'usager aussi. Pour l'usager, exactement. Donc l'objectif vraiment premier, c'est celui-là. C'est cette qualité du service rendu, c'est l'efficacité. Finalement, nous inscrivons notre action, on va dire, dans la voie qui est tracée par le SGMAP, qui est bel et bien de moderniser, de simplifier et d'améliorer la qualité de la relation avec l'usager et le citoyen. C'est ce que cherche, c'est le but recherché par le législateur aussi. Le législateur, bien sûr, a cette quête. Je crois qu'en France, c'est plus compliqué peut-être qu'ailleurs en Europe, pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure. Notre arsenal juridique est très lourd, le statut de la fonction publique. Moi, je veux dire ici qu'on a besoin de fonctionnaires et que l'action des fonctionnaires, l'administration en France, elle est majeure. Il faut qu'on la revalorise. Et une des manières de la revaloriser, c'est d'avoir des gens qui se concentrent sur des missions qui sont des missions régaliennes de l'État, qu'on ait des gens peut-être moins nombreux, mieux payés, parce qu'il y a des endroits de l'administration où les salaires ne se suivent vraiment pas par rapport au niveau de formation et de qualification requis. Et puis, il faut aussi qu'on fasse sauter quelques verrous dans nos fonctionnements juridiques, dans notre droit. Puisque je vois, regardez, dans un conseil municipal, vous ne pouvez pas recevoir d'une manière dématérialisée les délibérations. Vous êtes obligé de les recevoir en papier. Parce que légalement parlant, c'est la preuve en papier qui doit compter. Il faut aussi qu'on se simplifie. On est en 2013. On peut très bien aujourd'hui, avec des systèmes de signature électronique, donner de garanties tout à fait parfaites. Monsieur Rubio Lorenzo, dans une ville comme Barcelone, il n'y a pas eu de réticence de la part des fonctionnaires eux-mêmes, les syndicats? Comment est-ce que ça a été accepté, cette idée que quand même on donnait au privé une part de travail dans la chaîne? On a bien vu, pas de responsabilité, mais une part de travail dans la chaîne. Comment c'est perçu? Bon, ça a été difficile. Je vois que c'était difficile. Oui. C'était difficile. On a eu un an de négociations. Au début, il y était une position frontale en contre, le positionnement qui est normal, acceptable, légitime. Mais après, comme organisation publique, tout le monde sait qu'on a le droit d'auto-organisation et décider comment de faire les choses. Et après des négociations, après de voir qu'est-ce que les gens qui étaient avant dans le bureau, qu'est-ce qu'on va en faire au futur, et après ça, on a arrivé à un accord, après un an, il faut expliquer, après un an, on a arrivé à un accord, et ça marche. Bon, et puis l'autre question que nos téléspectateurs aimeraient vous poser, je le fais à leur place, c'est est-ce que ça vous coûte pas plus cher finalement? Pourquoi vous avez quand même la charge de ces services, de ces fonctionnaires, et finalement vous rajoutez une charge à la charge que vous avez toujours? Oui, vous pouvez penser ça, mais c'est pas tout le monde vrai, parce que on a toujours des contrats de service pour faire des choses, on a toujours des contrats pour nous aider à faire des autres choses que des fonctionnaires parfaits. Ah, vous avez libéré du temps de fonctionnaires pour aller faire d'autres choses, voilà. Et puis, est-ce que la qualité du service public, ça se mesure toujours en termes d'argent?
Toujours, non? Toujours. Ouais. Ah, quand même, oui. Je vois qu'on gère. Hein. Il y a aussi en matière de temps, il y a ce que vous faites pour Pôle emploi en France qui est intéressant. Oui, là typiquement pour Pôle emploi, en fait, nous numérisons tous les justificatifs de revenus d'activité des demandeurs d'emploi pour que cette numérisation conduise à l'intégration de données dans des fichiers qui sont adressés à Pôle emploi pour ces systèmes d'information, pour la liquidation des droits. Donc ça représente des volumes évidemment très très importants, de plus en plus importants, et ça nécessite de mettre en place des dispositifs assez lourds industriels. Et ça décharge alors effectivement les responsables de dossiers chez Pôle emploi qui peuvent se reprojeter dans l'assistance aux demandeurs. Exactement. Hein? On est typiquement dans la situation où l'ouverture, le tri, la préparation des documents, les photocopies, etc., sont en fait externalisés, et l'agent de Pôle emploi va avoir accès à des informations, à des images, à des documents. Ah oui, vous numérisez complets, tout. Voilà, Ouais. pour que face aux demandeurs d'emploi, il puisse pleinement, et c'est quand même ça l'idée première, pleinement jouer son rôle. Donc on est dans une répartition des rôles avec une quête qui est commune, qui est bien celle de l'amélioration de la qualité de services rendus. Et puis une fois que c'est numérisé, là on a tout le monde, tout le monde être intégré dans les bons logiciels. Un des problèmes qu'on a en France, c'est qu'on a encore beaucoup de collectivités qui sont elles-mêmes pas structurées pour pouvoir recevoir toutes ces données. Moi, je me rappelle, il y a encore quelques temps, à la mairie de Boulogne, il y avait 23 progiciels différents. C'est-à-dire que la gestion des écoles, c'était des bases de données, des fichiers qui ne communiquaient pas avec d'autres services municipaux. En France, les conseils généraux gèrent les collèges. Vous avez un enfant au collège, c'est par le conseil général. Vous avez votre enfant à l'école maternelle, c'est la mairie. Vous avez votre enfant qui est à la région, c'est l'éducation nationale pour les lycées et la région Île-de-France. Donc vous voyez, il faut qu'on arrive aussi à unifier, nous, dans l'administration française, des bases de données qui soient respectueuses des libertés individuelles, que la CNIL fasse son travail dans ses affaires, c'est bien naturel, et pour autant qu'on délègue ensuite au privé toutes les tâches que le privé peut mieux faire pour que les fonctionnaires soient concentrés sur leurs fonctions essentielles, et au fond, parce qu'on aurait dû commencer par là, que le Français, le citoyen, il est mieux servi, c'est ça l'objectif. Mieux servi, oui. C'est l'objectif, hein. C'est toujours l'objectif. Hein. La meilleure service rendu. Le meilleur service, toujours. Et en même temps, préserver la légalité, préserver la fonction essentielle des services publics, qui est garantir que toutes les lois soient sécurité, souveraineté, confidentialité. Confidentialité, surtout confidentialité. Voilà. Journal Cantara, oui, un dernier mot. Ce que je voudrais ajouter, c'est que ce qui est très intéressant dans les expériences que nous avons, en l'occurrence avec la mairie de Barcelone, mais également en Angleterre ou en France avec les donneurs d'ordre public, c'est que on essaye de plus en plus de montrer notre capacité à bâtir rapidement des pilotes, à faire des expérimentations. Je pense que ça a été souligné pendant ces 3 jours ici, nous devons absolument ensemble imaginer des solutions, les tester. Agilité. Innovation. Et innovation, exactement. Et ça, c'est le rôle aussi de sociétés comme les nôtres, que d'accompagner le décideur public, en fait, la puissance publique, dans ses travaux d'amélioration. Évaluation de ses besoins, évaluation. Bien sûr. Puis, bien sûr. Voilà. Mais écoutez, messieurs, Monsieur le directeur de la relation citoyenne de la ville de Barcelone, c'est sans doute parce que la relation citoyenne est aussi bien organisée qu'il fait bon vivre à Barcelone. Vous n'allez pas me dire le contraire. Hein, voilà. Alors, d'ailleurs, vous nous invitez à Barcelone à venir voir. Bien sûr, vous voulez venir voir et voir le travail des laboratoires aussi. Merci beaucoup. On ne manquera pas à cette invitation. Voilà. Merci, messieurs. Nous avons bien compris l'externalisation pour mieux servir et sans jamais négliger la qualité du service public en respectant les fonctionnaires, les obligations du service public et avec discernement, c'est-à-dire qu'il y a quand même des choses tout à fait essentielles que le service public ne doit pas cesser de faire. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que cette émission vous aura appris un petit peu plus de choses sur la façon d'externaliser avec succès une partie, et une partie seulement, de vos services publics, si besoin. Voilà, à bientôt sur Acteurs Publics TV. Merci beaucoup.